française. Bonjour Michel Cotta. Figure bien connue ici en France du journalisme politique, autrice des Derniers Grands chez Plomb et du documentaire Dissolution, histoire d'un séisme politique qui sera diffusé jeudi de la semaine prochaine sur France 2. La France est plongée, on le disait depuis hier, dans l'inconnu. Pas de plan B, pas de majorité de rechange. Vous diriez que c'est une crise politique ou une crise de régime ? C'est pratiquement une crise de régime. Au début, c'était une crise politique, mais là, on voit bien qu'avec les demandes des uns de retrait du président de la République et l'attitude des autres, on se dit que c'est une crise de régime et que voilà, ça ouvre quand même des perspectives sombres pour quelque temps, parce qu'au fond, rien ne changera. Effectivement, comme le dit votre correspondant à l'Élysée, les problèmes, l'Assemblée restera la même, puisqu'elle ne peut pas changer, et les problèmes, comme l'a dit Barnier hier, restent inchangés aussi. La dette reste inchangée. Tout va être plus grave et plus difficile, a dit le Premier ministre, bientôt démissionnaire. Oui, ça m'apparaît certain, en tout cas. Est-ce qu'il y a un gain évident pour notamment le Rassemblement national après cette séquence ? Un gain. Est-ce que le Rassemblement national sort vainqueur de cette séquence ? Tout de même, le gain, c'est qu'il se met au centre du jeu, quand on voit mal comment on pourrait l'éviter. Et le risque de perte, c'est le changement peut-être de personnage de Marine Le Pen, qui est redevenue, qui a fait un peu oublier sa dédiabolisation et qui est revenue au fond... et dans le style, je veux dire, dans le style de parole et dans le geste, dans les gestes, quelqu'un de très, très, très opposé. La dédiabolisation est loin. Sous prétexte de répondre à la colère de sa base, elle a laissé éclater la sienne, écrivent nos confrères du Monde ce matin, colère qui l'accompagne depuis les réquisitoires du procès des assistants parlementaires européens du Front National. Vous êtes d'accord avec ça ? Elle a mêlé la colère de son électorat à la sienne ? Je crois qu'elle fait quand même une différence entre les deux. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a été tellement éprouvé, mais enfin, encore une fois, par des réquisitions, à mon avis, quand même, on a beaucoup, et elle-même a beaucoup mis le projecteur sur les réquisitions pour montrer à quel point elle était maltraitée. Mais elle doit quand même ressentir quelque chose après ces séances qui ont été difficiles. Je ne suis pas sûr qu'elle mélange les deux volontairement. Mais en tout cas, si elle ne le fait pas volontairement, on ne peut pas empêcher qu'elle le fasse dans elle-même, en elle-même en tout cas. Il y a une image assez forte d'hier, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas député, qui est venu assister, alors non pas au vote, mais au discours d'Éric Coquerel et celui de Marine Le Pen, avec une joie non feinte. Comment l'analysez-vous ? Lui, dans son esprit, les deux candidats idéaux seraient lui contre Marine Le Pen. Lui-même d'abord. Sans quoi, je le trouve très optimiste, parce que je ne suis pas sûr qu'il gagnerait entre les deux. Mais enfin, pour lui, c'est ça, son choix idéal. Donc il était... moi, j'ai surtout remarqué qu'il s'est levé et qu'il est parti avant que les socialistes parlent. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Ça dit qu'il se fiche complètement des socialistes, c'est pas son problème. C'est pas son problème. Des socialistes, pour autant, qui, après des atermoiements, ne se désolidarisent pas ou plus de la France insoumise dans l'après. En effet, donc il a beau jeu, il peut très bien ne pas les considérer, mais qu'il le suive. C'est bien, c'est idéal pour un chef de parti. Michel Cotta, vous restez avec nous. Bonjour Julien Chaïda. Vous avez lu la presse française pour nous. Qu'est-ce qu'on en dit ce matin ? On parle beaucoup de colère dans la presse française. Regardez d'abord du côté de la presse quotidienne régionale, avec ici l'Ardennais qui parle du grand bazar politique qui secoue la France. La Marseillaise, elle s'en prend directement au chef de l'État en parlant d'un roi dans sa une, un roi quasiment nu. Même tonalité du côté de Brest avec le Télégramme qui parle d'un président encore plus isolé par une situation qu'il a lui-même créée après sa dissolution donc, de l'Assemblée nationale. Et du côté de la presse nationale, Pauline, regardez ce que nous dit ici Libération. Je ne sais pas si vous parlez un petit peu latin, mais c'est très facile à comprendre. Regardez ici, veni, vidi et viré. Michel Barnier est venu, il a vu, mais il a été viré avec cette photo désormais l'ancien Premier ministre de dos, se demandant peut-être ce qu'il est allé faire dans cette gala. Libération qui nous dit ici, motion accomplie tant l'issue de cette motion de censure ne faisait aucun doute. Mais j'attire votre attention sur l'éditorial de Libération qui nous parle de l'erreur de Marine Le Pen. Censurer le gouvernement, selon Libération, était peut-être sa plus grande erreur politique. Elle dictait, je cite, ses conditions au Premier ministre qu'il écoutait. Peut-être que son successeur ne sera pas
aussi conciliant et pas sûr qu'une partie de l'électorat de Marine Le Pen accepte la période d'incertitude qui va souffrir. La Croix aussi se montre très critique à l'égard du chef de l'État, La Croix qui évoque dans son éditorial désormais un pari perdu en évoquant la dissolution, mais aussi une plongée du pays dans l'inconnu et aussi un saut dans le vide. Dans Le Figaro, on a aussi le casting pour le successeur de Michel Barnier, le casting de Matignon, avec donc ces différents visages qu'on voit ici. Ce sont les femmes, Julien, si je peux me permettre, dans ce casting. Effectivement, ce sont beaucoup de femmes qui apparaissent comme potentiels successeurs à Michel Barnier. Et pour terminer sur un discours, une opinion un peu plus sarcastique qui vous donne un peu le ton du moment avec ce dessin de presse du Parisien. Emmanuel Macron demandant à Michel Barnier qui pourrait lui succéder. Michel Barnier lui répond, ça dépend, tu préfères quelqu'un qui accepte le poste ou quelqu'un qui puisse tenir. Ce sont deux profils totalement différents. Julien, vous restez avec nous. Michel Cotta, ça fait 60 ans que vous observez de très près la vie politique française. Disons que vous avez une analyse assez fine et ancrée dans le temps long. C'est important. Comment imaginer qu'Emmanuel Macron, au soir de l'annonce de la dissolution, n'avait pas en tête que ça pouvait arriver? Non, je pense la seule explication, c'est qu'il croyait sûrement en sa bonne étoile, que de toute façon, c'est vrai, que la Chambre était difficilement gouvernable comme ça, et que sur un coup de poker, il s'est dit ça peut se rééquilibrer dans mon sens. Il était à 40 voix de la majorité, il en aurait gagné 30, ça aurait été déjà bien, mais malheureusement, il les a perdus. Et maintenant, est-ce qu'il est imaginable que ce soir ou dans les jours qui viennent, puisque son entourage dit qu'il veut aller vite, qu'il nomme un Premier ministre de droite à nouveau? Ça, je n'en sais rien, parce qu'effectivement, dans le panel qui est présenté, là, on voit des gens de droite et de gauche. Moi, je ne le vois pas nommant Lucie Castet, même si les mélenchonistes ont dit que c'était quand même leur candidate, quoi qu'il arrive. C'est difficile de nommer quelqu'un de gauche. On parle de Bernard Cazeneuve, mais il n'est pas au Parti socialiste, il est donc extérieur, c'est très très difficile comme voie. La voie est étroite, en tout cas pour lui. On est dans la même situation qu'il y a 3 mois, qu'il y a 4 mois, enfin qu'au soir de la dissolution, des résultats des législatives. Et puis il reste François Bayrou ou François Baroin. Moi, je ne crois pas du tout à François Baroin. On donne toujours son nom quand quelque chose se passe, mais il suit rarement. Reste effectivement François Bayrou. Je ne suis pas sûr que le président en ait envie. On est sûr de rien. Ce dont on est sûr, c'est que dans 2 jours, 3 jours, l'atmosphère internationale se concentre sur Notre-Dame et que c'est très difficile que Emmanuel Macron y apparaisse tout seul et tout nu, comme dit la presse. Ouais, et on va revenir justement avec vous dans un instant, Bruno Darroux. D'abord, Christophe, avec vous d'un mot. C'est une crise politique dans laquelle la France est entrée, crise de régime, disait Michel Cotta à l'instant, qui inquiète les ménages, les marchés et les investisseurs. Alors, si on regarde le CAC 40 ce matin, étonnamment, il a ouvert certes dans le rouge, mais là, il est repassé dans le vert. Plus 0,10%. Alors, des marchés qui ne sont pas si inquiets que ça, c'est presque étonnant. Hein. Et pourtant, il n'y a pas de gouvernement, ou il n'y a plus de gouvernement, il n'y a pas de budget. Et c'est censé avoir des conséquences aussi sur les taux d'emprunt de la France qui sont censés, c'est ce que nous dit tout le monde, remonter assez nettement ce matin. Eh bien non, ils sont plutôt en baisse. Et l'écart entre les taux d'emprunt de la France et ceux de l'Allemagne sont également en baisse. Ils sont descendus à 0, il y a 0,82 points d'écart, on était à 0,89 la semaine dernière. Donc pour l'instant, il n'y a pas grande inquiétude. Pourtant les investisseurs, les agences commencent à s'inquiéter. Il y a eu un communiqué ce matin de l'agence Moody's, qui est une des références en la matière, et qui dit que la chute du gouvernement Barnier réduit la consolidation des finances publiques et que cet événement est mauvais pour le crédit. Crise politique sur fond de climat social très tendu aussi, et cette drôle de grève des agents de la fonction publique aujourd'hui? Drôle de grève aujourd'hui dans la fonction publique, effectivement, puisque le préavis il avait été déposé avant la crise qu'on connaît depuis hier, mais la plupart des mesures que ces syndicats combattaient, l'ajout d'un jour de carence lors des arrêts maladie, la suppression de 4000 postes dans l'éducation nationale, eh bien toutes ces mesures, elles sont abandonnées au même temps que tombe le gouvernement. Et pourtant, les syndicats ont décidé de maintenir ce mouvement.
Il s'annonce d'ailleurs très suivi dans les écoles, notamment. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais il peut... J'ai des enfants, je vous confirme. Voilà, et plus de 65% dans les grévistes dans les écoles. Dans les aéroports aussi, il y a un vol sur 4, par exemple, qui est annulé à l'aéroport d'Orly. Ça, c'est pour la fonction publique, mais le privé va aussi se mobiliser. Ce sera la semaine prochaine, jeudi prochain, grande journée de mobilisation contre la multiplication des plans sociaux, Auchan, Decathlon, Michelin. La liste, elle est de plus en plus longue, et on aura aussi les agriculteurs. Crise politique suivie de très près à l'étranger, où elle inquiète, à commencer par les partenaires européens. Écoutez Alix Le Bourdon à Bruxelles. Ici, à Bruxelles, ce qui inquiète, c'est le temps que pourrait durer cette crise politique en France. Une crise politique qui intervient alors même que l'Allemagne a vu sa coalition imploser il y a un mois. Mais là-bas, il y a une perspective d'amélioration puisque des élections sont organisées en février. Alors qu'en France, les choses sont beaucoup plus floues. Et ce qu'on craint ici, à Bruxelles, c'est que cette instabilité s'installe dans la durée. Et puis, il y a aussi la crainte de ce moteur franco-allemand à l'arrêt. Un moteur franco-allemand à l'arrêt, résumé par l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, qui écrit que le principal partenaire de l'Allemagne dans l'Union européenne s'enfonce désormais dans une double crise politico-financière. D'ailleurs, rappelez-vous que la nomination de Michel Barnier en septembre avait été bien accueillie ici à Bruxelles. Fin novembre, la Commission européenne avait validé le projet de budget de la France, un geste d'indulgence perçu, interprété comme le moyen de donner un peu de répit au gouvernement français pour ne pas ajouter une crise européenne à la crise française. Cela n'aura visiblement pas suffi et un eurodéputé allemand du parti de droite, le PPE, explique bien maintenant que les problèmes budgétaires de la France mettent la zone euro en danger. La France que certains n'hésitent pas à qualifier d'homme malade de l'Europe avec une dette publique qui atteint 112% du PIB et un déficit qui est 2 fois supérieur à ce qui est autorisé par les traités européens. Un malade, Julien Cheïda, dont l'état de santé fait la une effectivement de la presse européenne. Effectivement, Pauline, on va prendre la direction de l'Italie qui est habituée à l'instabilité politique. C'était avant l'arrivée de Giorgia Meloni. Ce qui se passe en France, vu d'Italie, est assez inhabituel. Regardez ici la une, Il Fatto Quotidiano. Avis d'expulsion pour Emmanuel Macron. Le journal Libero lui parle clairement d'une France en proie au chaos et aussi d'un climat en ébullition. Et pour la Stampa, eh bien, tout simplement, la France, regardez la une de la Stampa, la France est l'otage des populistes, en parlant notamment du Rassemblement national et la France insoumise. Vue d'Allemagne, où la situation politique aussi là-bas est instable, eh bien, vue d'Allemagne, regardez ce que nous dit Die Stern, qui s'en prend directement à Emmanuel Macron, le vrai perdant de ce chaos politique, et non Michel Barnier. Analyse aussi intéressante du Frankfurter Allgemeine Zeitung avec cette question qui est posée ici. Est-ce que c'est une victoire pour Vladimir Poutine ? Pourquoi est-ce que le journal allemand parle de Poutine ? Eh bien, tout simplement parce que le Rassemblement national et Marine Le Pen sont des alliés officieux du président russe qui, depuis des années, poussent les formations d'extrême droite européennes pour déstabiliser les démocraties occidentales. Jugement sévère dans l'ensemble de la presse ce matin ? Presque, regardez, on va reprendre la direction de Bruxelles avec le journal francophone Le Soir. En bon voisin, les Belges qui sont habitués à l'instabilité politique proposent la seule issue, selon eux, pour résoudre cette crise. Une grande coalition allant des partis de gauche de gouvernement, c'est-à-dire notamment du PS, jusqu'aux Républicains, donc du parti de droite. Ils appellent ça une alliance des raisonnables, alliance seulement théorique pour l'instant. Merci beaucoup Julien. Bruno Darou, la crise en cours affaiblit notamment la position de Paris sur le dossier épineux du Mercosur et relance, on l'évoquait à l'instant, les interrogations sur un couple franco-allemand où ça ne va pas ni d'un côté ni de l'autre du Rhin. Oui, écoutez, le couple franco-allemand, Alix Le Bourdon en a parlé, effectivement, donc c'est une mauvaise passe pour l'Europe parce qu'il y a crise politique en France, crise politique en Allemagne et en France, il y a en plus, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, une crise budgétaire et financière. Donc, du côté du couple franco-allemand, eh bien, ça ne fonctionne pas bien. Et là, ce qui va se jouer aujourd'hui et demain en Uruguay, le sommet du Mercosur, où on sait la France est opposée à cet accord qui déplaît grandement aux agriculteurs français. Paris, depuis plusieurs semaines, essaye de convaincre d'autres pays européens de venir avec elle sur cette opposition pour créer ce qu'on appelle une minorité de blocage. Il faut au moins 4 pays de l'Union qui représentent 35% de la population globale de l'Union européenne
pour arriver à cette minorité de blocage. C'était déjà difficile. La Pologne s'était alignée sur la position française et Paris était était en train de draguer, si vous me passez l'expression, des pays comme l'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie ou encore l'Autriche. Toute la question, c'est de savoir si, avec un exécutif affaibli, un président affaibli, la position de Paris permettra d'arriver à cette minorité de blocage et d'empêcher Ursula von der Leyen, qui est certes européenne, mais qui est aussi allemande, de signer ce contrat avec les pays d'Amérique latine. Parce que là aussi, on parlait du couple franco-allemand. L'Allemagne, elle, veut véritablement signer ce traité, car elle veut exporter, pour faire simple, ses voitures en Amérique latine. Sur fond de colère, bien sûr, des agriculteurs français mobilisés contre ce Mercosur, un président affaibli, vous l'avez dit, et Michel Cotta, vous le rappeliez tout à l'heure, qui a donné rendez-vous à l'ensemble de la planète, ou presque dans 2 jours, pour la réouverture de Notre-Dame. Et il y aura celui avec lequel il va devoir parler pendant les 2 ans et demi qui lui restent de mandat, si toutefois il va jusqu'au bout, Donald Trump. Oui, alors, et c'est pour ça, effectivement, comme Michel Cotta le disait, que peut-être finalement que ce rendez-vous, qui a évidemment une portée internationale, va être un des éléments qui pourrait accélérer la désignation d'un Premier ministre, parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas se retrouver sans Premier ministre face à Donald Trump. Et face aussi, il n'y a pas que Donald Trump, il y a une 50aine de chefs d'État et de gouvernement. Il ne veut pas apparaître en position faible, donc ça pourrait jouer parmi d'autres facteurs internes, bien évidemment, à l'accélération, si vous voulez, de la nomination d'un nouvel occupant à l'hôtel Matignon. Merci beaucoup. On verra bien dans quelques heures. On verra dans quelques heures, 20h, nouveau rendez-vous donné par Emmanuel Macron aux Français. Michel Cotta, qu'est-ce que ça veut dire du moment qu'on vit collectivement? On dit que les Français étaient plutôt majoritairement pour cette censure. On les sait aussi assez traumatisés par l'épisode de l'été. Qu'est-ce que ça dit de ce qu'on vit là en ce moment? Ça dit que c'est difficile, et que c'est sûrement difficile et pour le chef de l'État et pour le Premier ministre sorti et le Premier ministre entrant. C'est sûr que ça ne va pas être commode. Mais en plus, ce qu'on peut reprocher, ce que reprocheront quand même, ce que reprochera peut-être l'histoire à Emmanuel Macron, c'est la dissolution. Nous avons fait avec Patrice Duhamel un énorme document qui va sortir bientôt sur la dissolution. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que dans le monde politique actuel, personne ne comprend, personne n'a compris. Et ça, une incompréhension du président qui est partagée par l'ensemble de la classe politique, c'est vrai que ça fragilise un président. Donc il doit trouver un Premier ministre très vite s'il veut quand même apparaître tombant dans les bras de Trump, mais plus solide qu'il n'est en ce moment. Pour reprendre le titre de votre livre, Les derniers grands chez Plon, je crois qu'il y a en couverture Jacques Chirac et François Mitterrand. Oui. Est-ce que la classe politique vous paraît petite ces derniers temps? C'est sûr que d'abord, on ne voit pas de futur grand qui se profile à l'horizon, ça c'est sûr. Et c'est sûr aussi qu'on n'a jamais connu, on parlait de Georges Pompidou qui a été donc renversé en 62, mais après De Gaulle a eu un référendum qu'il a gagné et des législatives qu'il a gagné. Or là, Emmanuel Macron n'aura pas ces remèdes-là, et effectivement, il n'a pas d'autre remède que d'attendre. Et pendant ce temps, on ne parle pas beaucoup des sujets de fond? Si, on en parle, puisque dans le budget, on a bien vu, mais on ne parle surtout pas de la façon de dénouer les liens tout à fait étonnants qui se sont liés entre le Premier ministre et la présidente du Rassemblement national, parce qu'il est évident que le Premier ministre a été pris en otage, en quelque sorte, par le Front national. C'est quand même, par le Rassemblement national, c'est quand même quelque chose d'assez bizarre dans la vie politique française qui ne s'est jamais passé. Et le prochain Premier ministre, comment imaginer qu'il ne sera pas à nouveau pris en otage, comme vous dites, par le RN? Il peut l'être mieux. Peut-être que si Mme Le Pen s'aperçoit que c'est une erreur, comme le dit Libération, ou qu'elle a commis un peu une erreur, elle sera tentée de ne pas recommencer une deuxième fois à essayer de mener Barnier par le bout du nez, ce qu'elle a quand même essayé de faire. Donc peut-être qu'elle pourra être plus prudente. Mais si elle ne l'est pas, évidemment, on aura une deuxième crise, et puis une troisième crise, et puis une quatrième crise. Et puis le président n'y résistera pas.
À suivre donc. Merci infiniment Michel Cotta d'être venu ce matin sur ce plateau. Les derniers grands chez Plomb et dissolution, histoire d'un séisme politique, ce sera jeudi prochain sur France 2. Très bonne journée. Crise politique, on l'a dit tout à l'heure. Merci Bruno, merci Christophe, merci Julien.